Rebonjour à tous. Du coup, dans le contexte, c'est qu'en 2016 et en 2017, le Val-de-Loire a été pas mal confronté à des gels de printemps. Il y a eu un projet financé par la région et l'Union européenne sur la compréhension du fonctionnement des tours avant et le pilotage, aussi la modélisation du risque gel. Et en parallèle, on avait insisté pour avoir un volet de ce projet-là qui s'intéresse aussi aux pratiques où on pouvait avoir un levier de prophylaxie. Donc on va parler travail du sol et règles de bonne conduite en cas d'épisode de risque de gélif de printemps. J'aime bien quand on parle gel de commencer avec ces deux diapos pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Parce que moi, le premier, en 2016, on s'est mis à parler du gel, on avait des mots gelée noire, gelée blanche. On ne savait pas si c'était humide, pas humide, si c'était en fonction des dégâts. On bannit tous ces termes-là, on parle de gel radiatif ou de gel advectif. Donc le gel radiatif, c'est quand il y a une stratification des masses d'air, on n'a pas de nuages sur la petite image à droite, donc la chaleur qui a été accumulée au sol pendant la journée avec le rayonnement solaire s'évacue dans l'atmosphère, on n'a pas de couverture, du coup il fait froid. Alors que quand on a une couverture nuageuse, le rayonnement thermique est retenu par le nuage et on peut espérer ne pas descendre dans le négatif. En fonction du taux d'humidité lors de ces nuits-là, soit on a des gelées blanches, soit des gelées noires, mais c'est des termes qui vont... on va essayer d'être plus flou qu'autre chose, donc on va parler gel radiatif, gel advectif. Donc sur le radiatif, ces caractéristiques, un ciel clair, on voit les étoiles, il y a des hautes pressions atmosphériques, vitesse du vent très faible ou nulle, et inversion de la température en altitude. C'est là où les tours avant vont être particulièrement efficaces parce qu'on peut avoir jusqu'à 10 degrés d'écart à 8 mètres de hauteur. Donc on peut récupérer des masses d'air chaude beaucoup plus chaudes et les replaquer au sol. L'autre type de gel, c'est le gel advectif. Donc là, c'est le type goutte froide. Donc c'est l'arrivée d'une grosse masse d'air froid avec le passage d'un front froid ou invasion polaire. Donc ça, en général, on les voit arriver un peu plus longtemps à l'avance. Et une semaine avant, on voit une tache bleue qui se détache du pôle et puis qui va passer sur l'Écosse, les îles britanniques. Et si elle ne se réchauffe pas en traversant la Manche, en général, c'est qu'on va finir par avoir des dégâts. Là, on peut avoir un ciel couvert, des basses pressions, on peut avoir une vitesse de vent fort, entre guillemets. Et là, on n'a pas d'inversion de température, donc on n'a pas de chaleur à aller chercher avec les tours avant, d'où l'intérêt de pouvoir mettre des chaudières en complément ou des points de chaleur autour pour pouvoir créer cette chaleur que la tour avant va replaquer au sol. Rapidement, pour avoir des ordres de grandeur du nombre de degrés qu'on peut espérer avec une tour avant, vous avez sur ce graphique-là les températures. Je vais faire une bêtise, non, c'est ça. Vous voyez qu'à 10 mètres de hauteur, il fait 8 degrés, alors qu'à 1 mètre du sol, on est à 1 degré. Donc il y a vraiment un stock d'énergie et de chaleur à récupérer sur ces nuits de gel radiatif, alors que sur des nuits de gel advectif, on a très peu de stratification et pas forcément de chaleur à récupérer. Donc soit les tours avant ont besoin d'un point de chaleur, soit il y a d'autres modes de protection qui peuvent être mis en œuvre. On pourra en discuter après si on a le temps. Donc ça, c'est pour la partie compréhension. Pour la partie mise en œuvre et pratique, on sait que l'humidité est un facteur aggravant des dégâts de gel. Ça, on l'a observé de façon assez courante. En plus du stade phénologique, où plus on va être tôt dans le débourrement, plus on va pouvoir résister à des températures négatives. En plus de ce stade-là, où dès qu'on a une feuille étalée, moins 1, ça devient compliqué, l'hygrométrie va vraiment être un paramètre très important sur les dégâts observés. L'ordre de grandeur là-dessus, c'est que 25% d'hygrométrie en plus peuvent faire varier le nombre de bourgeons qui présentent des dégâts, de 50%. Donc 25% d'hygrométrie en plus ou en moins, ça fait en sorte si on passe de 60 hectos à 30. Donc globalement, ça fait quand même pas mal de différence. En avril, forcément, c'est la reprise du travail du sol, donc interrang et cavaillon, et de la gestion de l'enherbement pour repartir sur une saison de travail du sol. On a fait ça à Quincy et à Chinon, où vous voyez que là-bas, ils sont en enjambeur, et il y a un volume de terre de bouger qui est quand même assez énorme. Ça fait pas mal de volume de terre, et quand on bouge cette terre-là, qui a subi tout l'hiver, et on libère énormément d'humidité, et l'humidité qu'on libère peut engendrer une augmentation des dégâts. Donc on avait un dispositif initial de 8 parcelles, 4 à Quincy, 4 en Indre-et-Loire, sauf que c'était pendant les périodes de confinement, etc. Et en plus, en 2021, quand on a mis en place tous ces dispositifs-là, il faisait très sec en sortie d'hiver, donc on avait peur, entre guillemets, de voir
très peu de différence. Et on avait un hiver 2021-2022 qui avait été très sec aussi. Donc on a continué les observations sur ce réseau-là, mais on a aussi fait un dispositif un peu plus dense sur une parcelle à Chinon, où on a demandé au chef de culture de faire un itinéraire technique d'entretien du sol différencié en fonction des placettes. L'objectif, c'était de voir sur une parcelle, même date, même météo, même conditions, l'impact du travail du sol, combien d'humidité relative allait être libérée par ce travail du sol et combien de temps il allait avoir un impact de ce travail du sol. Donc tout bêtement, on est allé à l'antenne viticole de Chinon, qui est le lycée, qui est l'exploitation du lycée viticole de Fondette, que je remercie parce qu'on leur demande de faire des trucs qu'il ne faut pas et on leur demande de faire geler des parcelles. Donc c'est sympa de leur part. On a installé des capteurs d'hygrométrie de température au niveau du fil de tête. On a suivi ces paramètres-là avec un pas de temps assez resserré. On était à l'ordre de la minute, il me semble. On a regardé la pluviométrie cumulée sur les 30 derniers jours pour être sûr qu'on soit dans des conditions un petit peu humides. Et on a regardé la température et l'hygrométrie au-dessus d'un cavaillon qui avait été travaillé et au-dessus d'un cavaillon qui n'avait pas été travaillé. On avait prévu de faire un essai aussi tonte tardive, couvert, est-ce qu'il faut faire ou pas. On en reparlera après. On n'a pas eu de résultats. J'ai pas de résultats à vous montrer, mais on a fait des observations plus empiriques. Donc voilà les capteurs qui étaient situés au niveau du fil de tête. C'est le graphique le plus rentable de toute ma carrière à l'IFV. C'est une nuit de suivi et j'en parle depuis 4 ans. Mais comme quoi c'est intéressant. Vous avez, je vais l'expliquer un peu, ce sera plus facile. Là c'est le temps, vous avez le travail du sol qui a été fait le matin du 18 mars. Vous avez en bleu l'hygrométrie au niveau des bourgeons qui sont situés au-dessus du cavaillon qui a été travaillé. Vous avez en orange l'hygrométrie au niveau des bourgeons qui sont au-dessus d'un cavaillon qui n'a pas été touché. Et la grosse ligne épaisse, c'est la température. On voit que le lendemain, on a déjà plus de 30% d'écart d'hygrométrie au niveau des bourgeons le lendemain du travail du sol. Et le deuxième jour, on a encore 30% d'écart d'hygrométrie au niveau des bourgeons. Là où en plus c'est pas de bol, c'est que ça arrive au moment des températures les plus froides de la journée. Donc là concrètement, alors on n'est pas passé en dessous de 0. On a flirté avec des températures froides, mais on n'était pas sur des situations de gel. Concrètement, là, le travail du sol, si on avait eu des nuits à 0, on aurait été largement dans l'ordre de grandeur de 25% d'hygrométrie supplémentaire égale 50% de dégâts en plus. Donc ça, on l'a vérifié sur différentes parcelles, sur différents modes de travail, sur différents outils. Et je vais vous résumer ça plus globalement en fonction de différentes situations. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant 3 jours après un travail du sol, même léger, superficiel, pas comme je vous ai montré à Cassis avant avec un énorme volume de terre, mais juste un déchaussage classique par chez nous, pendant les 3 jours qui suivent, c'est sûr, il y a au moins 30% d'hygrométrie supplémentaire au niveau des bourgeons. Aux heures les plus froides de la journée, on ne sortait pas d'un hiver très trempé. Alors là, j'ose pas imaginer. On a observé que selon la capacité de drainage du sol, on pouvait avoir ça jouait sur la durée. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est globalement le cumul de précipitations depuis le 1er janvier ou depuis le 1er février, ça ne change pas grand-chose à vrai dire. Est-ce qu'on est dans une situation très humide ou dans une situation sèche ? Si depuis le 1er février, on est en dessous de 50 mm de précipitation, on voyait très peu de différence. Par contre, dès qu'on était au-dessus de 50 mm de précipitation entre début février et fin mars, début avril, là, on commençait à avoir des différences. Je pense que cette année, on va y être. Les observations, donc le temps pour revenir à l'état initial, pour en gros effacer la bêtise qu'on a fait en travaillant les sols dans des conditions qui n'étaient pas optimales. Selon les températures moyennes, il faut au moins 8 jours sans précipitation pour revenir à ce que les deux courbes se rejoignent et éviter d'avoir cette hygrométrie supplémentaire. Avec des températures où on peut atteindre les 15 degrés, parce que si on est sur des températures faibles, ça va durer assez longtemps. Si on prend des précipitations de 20 mm, on a observé 2 parcelles où on a dû attendre 3 semaines quasiment pour retrouver la même hygrométrie au niveau des bourgeons, si le sol avait été travaillé ou pas. Et c'était dans le cas où on avait, là c'était à Quincy pour le coup, où il y avait un énorme volume de terre qui avait été bougé. Il avait plu dans les 5-6 jours qu'on suivit, donc il nous avait fallu 20 jours pour que les bourgeons soient dans un état, dans un environnement sec, comme s'ils n'avaient pas été travaillés.
Euh, Plus globalement, quand on ne parle pas que travail du sol, mais aussi pratique, on le voit parfois dans la presse pro ou dans des échanges ou sur les réseaux sociaux entre vitis, quand on a des engrais verts qui dépassent les bourgeons, on arrive à protéger. La question, c'est on va apporter de l'humidité au sein de la végétation, enfin au niveau des bourgeons, parce que le couvert va emmagasiner de l'hygrométrie, mais on va avoir une protection physique. Dans toutes les parcelles qu'on a suivies où il y avait des semis d'engrais verts, on n'a jamais vu de succès suffisant de protection via les engrais verts. Il faudrait qu'ils puissent dépasser d'au moins 15 cm, c'est un peu l'ordre de grandeur, c'est des essais qui ont été faits avec un GI2E en Gironde. Il faudrait que ça dépasse d'au moins 15 cm le niveau du bourgeon, et il faudrait qu'on soit vraiment à proximité, donc ça voudrait dire pouvoir semer quasiment à 5 cm du cep pour être sûr qu'on n'ait pas trop de couloirs d'air froid qui puissent se faire entre les rangs de févrole, par exemple. Et l'apport d'humidité est certain. C'est sûr, ça apporte de l'humidité, et pas qu'un peu. Donc quand on garde cet ordre de grandeur en tête de 25% d'hygrométrie en plus et 50% de bourgeons grillés en plus, c'est une stratégie risquée. En plus des... Alors je ne sais pas par chez vous, mais par chez nous, pour avoir des engrais verts qui arrivent à dépasser les bourgeons, il faudrait semer pendant les vendanges, il y a autre chose à faire. Et pour que ça dépasse vraiment franchement le fil de fer, faudrait fertiliser l'engrais vert, donc il n'y a aucun intérêt. C'est un peu la complexité. On a vu par contre beaucoup... non, je le dis après, pardon. Donc en fonction des stades phéno, la stratégie de travail du sol peut quand même être assez dangereuse si elle est mal anticipée. Globalement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est dès qu'on va toucher au sol, que ce soit de la tonte, que ce soit du travail du sol superficiel, cavaillon ou interrang, faut prendre en compte qu'on peut faire de la prophylaxie, mais qu'on peut faire des dégâts, surtout si on fait ça dans de mauvaises conditions. Les situations sont toujours différentes en fonction de la précocité du millésime, du cépage, entre deux parcelles où on a du Cabernet Franc et du Gros Lot qui n'ont pas du tout les mêmes comportements de débourrement. On ne va pas avoir les mêmes effets. En fonction de la situation locale, si on est sur une butte très venteuse, en 3 jours, la situation est revenue à la situation initiale. Mais dans tous les cas, faut quand même faire attention à ça. Globalement, sur toutes les parcelles qu'on a suivies, là où on a observé des mauvaises pratiques, où on a quand même demandé à des viticulteurs de tondre la veille de la gelée pour être sûr d'avoir... Enfin, on a demandé des trucs assez barbares. On en ressort plusieurs règles de bonne conduite. Donc, concernant l'enherbement, en fonction de sa densité, de sa hauteur, de si on se mouille les chevilles ou le genou quand on marche dedans, la tonde rase à 7 jours avant un risque de gel, c'est vraiment le dernier délai, parce qu'on va libérer de l'humidité quasiment pendant une semaine. Tondre la veille, il faut oublier. On a observé des échecs, mais quand je parle d'échecs, c'est du 2 hecto-hectares, sur un couvert de trèfle assez dense qui faisait plus de 20 cm, qui a été tondu sur la moitié de la parcelle. Le vendredi arrivé, comme c'était via un prestataire, ça a été arrêté. Et la partie qui n'avait pas été tondue, on était à 52 hecto-hectares et on était à peine à 2 sur le reste, juste parce qu'une tonte a été mal positionnée. Si on se trempe les pieds dedans, globalement, il faut essayer d'être dans les conditions les plus sèches possibles, en gardant en tête qu'il faut, peu importe la pratique et la météo, mais minimum, on sait que pendant 3 jours, ça va être dangereux, et pendant une semaine, il faut essayer de rester dans les conditions les plus sèches possibles. Et ce qui est compliqué des fois à faire comprendre, c'est qu'il vaut mieux rien faire que essayer de sauver quelque chose en se disant je vais aller travailler, je vais aller gratter, je vais aller tondre. Quand on commence à voir les risques de gel arriver, globalement, on les voit 6 jours avant à la météo, on voit que ça commence à craindre. Si on voit que ça commence à craindre, vaut mieux ne plus toucher pour éviter de se trouver dans des situations où on va aggraver les dégâts.